Que se passe-t-il au Canada ? Je suis sûre que c'est une question que vous ne vous posez pas tous les jours. En tout cas, pas aussi souvent que se passe-t-il en Chine ou que se passe-t-il à Wall Street ? Et pourtant, elle mérite d'être soulevée. Bon, je vous l'accorde, les préoccupations au sujet de la santé de l'économie canadienne sont assez récentes. Il y a à peine 15 ans, l'autre pays d'Amérique du Nord était perçu comme un phare de stabilité politique, financière et économique, une nation assise sur des ressources naturelles abondantes, dotée d'une main-d'œuvre parfaitement éduquée et qualifiée, intégrée dans le panorama international, aux fondations plus solides que les racines d'un érable centenaire. Enfin, ça, c'était avant. 15 ans après, le Canada d'aujourd'hui regarde s'envoler ses rêves de prospérité face à une réalité de plus en plus préoccupante. La productivité et le niveau de vie déclinent, la dette publique dérape, le bateau prend l'eau de partout et le naufrage n'est pas très loin. Et les dernières statistiques publiées par l'Observatoire de l'OCDE le voient désormais comme la lanterne rouge parmi les économies avancées pour ces 30 prochaines années. Dans cette vidéo, je vous propose de me suivre chez nos lointains cousins canadiens pour essayer de comprendre comment ils se sont mis dans un tel pétrin. Et nous verrons ensuite s'il est encore possible de renflouer le navire. Mais avant, sachez qu'on va partager avec vous quelque chose d'exceptionnel. Une analyse approfondie des tendances économiques à venir que très peu d'investisseurs possèdent. C'est une étude qui pourrait bien changer la façon dont vous anticipez les mouvements du marché et tirer profit des opportunités à venir. Mais attention, ce dossier précieux ne sera accessible qu'aux abonnés de notre newsletter. La bonne nouvelle, l'inscription est totalement gratuite. Vous trouverez le lien dans la description. Alors rendez-vous mardi prochain, on est impatient de vous dévoiler ces insights inédits et de vous montrer comment les transformer en actions concrètes pour votre portefeuille. Regardez-moi ça. Ça donne envie quand même. Vous sentez l'odeur de l'humus et du sirop d'érable ? Enfilez vos mitaines, nous allons explorer cet immense pays qu'est le Canada, le deuxième plus vaste au monde, qui peut contenir 18 fois la France, mais peuplé de presque moitié moins d'habitants. Il est battu par un climat continental humide qui permet l'alternance de 4 saisons, la culture d'une grande variété de végétaux et qui font de lui le premier exportateur mondial de blé, de colza, de pois, de lentilles et, personne ne l'a oublié, de moutarde. L'économie canadienne a fait du chemin depuis le XVIIIe siècle quand elle reposait sur le commerce de fourrure et sur la pêche. Aujourd'hui, le pays tire ses revenus de l'exploitation de ses importantes ressources minières, pétrolières, forestières et agricoles. C'est l'un des principaux exportateurs d'aluminium, de cuivre, de nickel, fer, zinc, titane et argent, dont les principales réserves sont situées dans sa plus grosse province, l'Ontario. Le Saskatchewan, province du centre, abrite aussi le plus important gisement d'uranium du monde. La production nationale de pétrole, de gaz et d'électricité couvre largement les besoins du pays et lui permet d'exporter les surplus. Les sols regorgent de gaz naturel et de pétrole, mais aussi de champs de bitume exploités pour en extraire le fameux pétrole de schiste. Ici, en Alberta, se trouve la plus grosse réserve mondiale et le territoire abrite aussi la 3e plus grosse réserve de pétrole conventionnel au monde. Mais 67% des activités économiques canadiennes sont réalisées par le secteur tertiaire, en particulier par la finance et les services au public et à la personne. Le Toronto Stock Exchange est la 6e place boursière la plus active du monde et les 2 plus grosses sociétés cotées au Canada sont des banques. Et ce n'est pas étonnant, le système bancaire canadien est connu pour être l'un des plus sûrs au monde. Il l'a d'ailleurs montré en 2008 en résistant bien mieux à la crise des subprimes et en étant le premier à rebondir ensuite, avant les États-Unis et bien avant l'Europe. Une autre preuve, il faut remonter à 1996 pour trouver une banque canadienne en faillite, alors qu'on en compte des centaines aux États-Unis depuis. 90% des dépôts sont détenus par 6 grandes banques nationales, menées par le leader, la Royal Bank of Canada, qui pèse plus lourd que la Société Générale, avec presque 26 milliards d'euros de valorisation, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Avec tout ça, l'activité économique se porte bien. Entre 2000 et 2015, malgré la crise des subprimes, le PIB a bondi de 143% et la capitalisation totale de Toronto a été multipliée par 2,5, en grande partie grâce à la demande chinoise et l'augmentation mondiale des prix des matières premières. En 15 ans, le Canada est aussi devenu un pays à haut niveau de revenus. Il se classe 15e avec un PIB par habitant de près de 51 000 $ américains en 2014 et 140% de plus qu'en 2001. Sa croissance démographique est aussi la plus dynamique des pays du G7 et, en 2015, le pays est la 9e puissance économique mondiale. Ces territoires gorgés d'hydrocarbures accueillent de plus en plus de touristes, mais aussi d'immigrés ou d'expatriés, séduits par ces espaces naturels et touchés par l'attitude positive des Canadiens. Son secteur immobilier séduit et rassure, soutenu par des banquiers qui connaissent leur métier. Et enfin, cerise sur le gâteau, les finances publiques sont excédentaires depuis le milieu des années 90. Elles ont connu un coup de chaud après la crise de 2008, comme tout le monde. La dette fédérale est même montée jusqu'à 34% du PIB en 2012.
Mais tout est rentré dans l'ordre et l'équilibre budgétaire a été retrouvé dès 2015. Enfin, pendant près de 30 ans, encore une fois, hors crise 2008, l'inflation va se maintenir sagement entre 0 et 3%. Là aussi, le pays a bien connu une poussée d'inflation, des années 70 jusqu'aux années 80 après les chocs pétroliers, vite calmée elle aussi, avec des taux supérieurs à 12% pendant plus de 2 ans, et même par un pic au-delà de 23% en 1982. Le début des années 90 sonne la fin de la récession, les taux descendent franchement sous les 6% pour ne plus dépasser 5% à partir de 2001. Dès 2008, ils se rapprochent du zéro qu'ils ne quitteront plus avant mars 2022. Une nouvelle ère s'ouvre alors pour le Canada. Son économie peut respirer à plein poumon et c'est là qu'elle connaît son petit miracle à elle. Mais même les meilleures choses ont une fin et cette fin a commencé il y a environ 10 ans. Le Canada de 2024 ne ressemble plus à celui de 2015 et pire, la trajectoire sur laquelle il est lancé provoque une vague d'inquiétude chez tous les observateurs internationaux, autant que chez les Canadiens eux-mêmes. Autrefois considéré comme l'un des pays les plus agréables à vivre, il a vu sa position chuter de manière alarmante dans tous les classements internationaux. Le PIB par habitant s'éloigne de plus en plus de la tendance haussière observée depuis 1981 et signale un sinistre ralentissement de l'économie à partir de la fin de 2022. Fini cette croissance insolente de 3% par an. En 2023, les activités canadiennes ne progressent que de 1,1% avec des prévisions de 0,7% seulement pour 2024 et à peine 1% en 2025. L'indice PMI, qui mesure l'activité industrielle, est aussi dans le rouge depuis la crise sanitaire et la faiblesse des investissements des entreprises depuis 2015 laisse penser à l'Observatoire de l'OCDE que les dégâts sont aujourd'hui trop importants et qu'à partir de maintenant, la productivité canadienne devrait rester au ras des pâquerettes pendant au moins 35 ans. J'ajoute que les faillites repartent à la hausse, que les ménages se sont surendettés pour accéder à de l'immobilier devenu beaucoup trop cher et que les prix des produits alimentaires ont bondi de 25% après 2 ans et demi d'inflation. Enfin, je termine ce tour d'horizon peu flatteur sur des finances publiques qui ont basculé dans le rouge dès 2016 pour s'envoler pendant le Covid et ne plus jamais revenir à l'équilibre. La dette fédérale est passée de 530 milliards de dollars américains en 2019 à 921 milliards en 2024, avec un nouveau déficit public de près de 30 milliards de dollars cette année et un retour à l'équilibre dont il n'est même plus question. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous connaissez ce truc qui se produit à chaque fois qu'il vous arrive une tuile ? D'abord, ça arrive toujours au plus mauvais moment, et ensuite il en arrive une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Un phénomène résumé par le proverbe qui dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Eh bien pour le Canada, c'est un peu ce qui s'est passé quand, en 2015, le libéral progressiste Justin Trudeau a pris ses fonctions de Premier ministre, quelques mois à peine avant une chute historique des prix du pétrole, et un peu plus tard, une pandémie mondiale. Rapidement surnommé le beau gosse, Justin Trudeau a beaucoup capitalisé sur sa présentation impeccable et son sourire de jeune premier à Broadway. Comme Emmanuel Macron, il a été élu pour ce qu'il représentait. Sa jeunesse, son dynamisme et sa vision nouvelle pour le pays aux mains des conservateurs depuis 10 ans, plus inclusive et plus tolérante. Quand il arrive au pouvoir, Justin Trudeau ne manque pas de projet. Il veut relancer l'économie canadienne en créant une croissance inclusive. Il monte un plan ambitieux de construction d'infrastructures publiques et met en place des programmes sociaux pour créer de l'emploi et dynamiser l'activité économique. Et pour financer sa vision et boucler ses chantiers, il décide de briser le saint équilibre budgétaire et profite des taux bas pour emprunter en promettant le retour à l'équilibre dans les 5 ans à venir et en garantissant que les investissements porteront leurs fruits à long terme. Pas de chance. Entre 2015 et 2016, le prix du baril de pétrole chute de 100 à moins de 30 $. La province d'Alberta est en difficulté, le chômage énergétique bondit et les rentrées fiscales sont plus maigres que prévu. Le problème est alors vite résolu par l'émission de nouveaux emprunts fédéraux pas chers et le mouvement est lancé. Pour le retour à l'équilibre, on verra plus tard, l'important c'est de passer la crise. Sauf que plus tard, il y a eu la pandémie et le gouvernement Trudeau a réagi de la même façon qu'en 2016. D'environ 50 milliards de dollars, le déficit plonge au-delà des 300 en 2020. Et en distribuant tout cet argent, il s'est passé ce qui s'est passé un peu partout, où le quoi qu'il en coûte a frappé, l'inflation a montré le bout de son nez. Dès la mi-2021, les prix se sont mis à grimper, ce qui a obligé la Banque centrale du Canada à faire son job et à intervenir. À partir de mars 2022 et jusqu'en juillet 2023, les taux directeurs vont monter à 5% et y rester pendant 1 an. L'effet a été dévastateur. L'économie canadienne s'est violemment contractée et la croissance a été divisée par 3. Les prix des produits alimentaires ont grimpé de 25% en 2 ans et demi, les logements de 20% et la vie commence à coûter bien cher à des Canadiens dont les revenus ne progressent plus. Et, quand ils descendent dans la rue ou bloquent les frontières pour protester contre les décisions du gouvernement, ce dernier n'hésite pas à augmenter la pression policière. Et les dépenses publiques, elles, continuent d'augmenter. Un nouveau budget pour l'exercice 2024-2025 prévoit une facture record de 370 milliards de dollars US, soit 48,9% de plus qu'en 2019-2020.
Conséquence, la dette a encore grimpé de 35,5 milliards de dollars américains au premier trimestre 2024 pour atteindre 921 milliards de dollars et devrait coûter cette année 39,6 milliards de dollars d'intérêts. C'est 120% de plus qu'en 2019. Bien sûr, ce ne sont aussi que 47% du PIB, un chiffre presque ridicule comparé aux 111% de la France ou aux 125% des États-Unis. Néanmoins, c'est inédit. Et à ce train-là, selon les estimations des 3 prochaines lois de finances, la dette publique totale canadienne devrait dépasser les 1000 milliards de dollars américains dès 2028. Le gouvernement emprunte une pente glissante alors que les taux directeurs sont toujours très élevés et que l'économie se prépare à traverser un hiver rigoureux et prolongé. De quoi refroidir encore plus les investisseurs étrangers qui n'auraient pas encore été rebutés par le poids de la fiscalité. Au classement des champions de l'impôt, le Canada est 5e avec des taxes qui représentent un tiers de son PIB et sans aucun moyen d'y échapper. Tout ressortissant canadien est taxé sur l'ensemble de ses revenus mondiaux, qu'ils vivent au Canada ou en dehors. Alors, résumons. En l'espace d'une dizaine d'années, l'économie canadienne, modèle de gestion et de stabilité, a trébuché. Le choix de recourir à l'argent magique, boosté par les crises pétrolières et sanitaires, a fragilisé les finances publiques, alors que le pays souffre d'un manque cruel de productivité, que le coût de la vie explose, que les taux élevés bloquent les investissements et que l'activité économique commence à hiberner. Ça ne fait plus autant rêver. Sans compter qu'en plus des problèmes conjoncturels, le Canada doit aussi faire face à des défis de fond, comme le vieillissement de sa population et surtout l'impact du changement climatique. En 2022, les plus de 65 ans représentaient 20% de la population, une part qui va grimper à 29% en 2068, une charge pour la collectivité qu'il faut prévoir dès maintenant. La solution de Justin Trudeau, c'est le recours à l'immigration de masse, qui représente déjà 66% de la croissance démographique, des frontières grandes ouvertes qui lui attirent déjà beaucoup de critiques. Mais une autre grosse menace, c'est le dérèglement du climat. Entre feux de forêt, glissements de terrain, pluies diluviennes, froid extrême, sécheresse et canicule, le pays n'est pas épargné et le changement climatique devrait désormais coûter 5 à 6% de croissance chaque année. Le devis a même été établi par le Canadian Climate Institute à 13,6 milliards de dollars par an pour les dommages aux bâtiments, 200 millions par an pour la fonte du pergélisol et il faudra encore débourser 250 milliards de dollars pour soigner les victimes de l'ozone d'ici aux prochaines années 60. Rien que pour 2024, prévoyez un budget total de 25 milliards de dollars en aides et subventions et le double pour la partie cachée de l'iceberg, dont les coûts sont encore inconnus. Et pas question de compter sur les copains pour vous dépanner en cas de problème, Justin Trudeau s'est brouillé avec quasiment tout le monde depuis son arrivée, y compris avec les gouvernements de ses propres provinces. L'Alberta et le Saskatchewan lui reprochent des politiques environnementales contre-productives, la Chine le boude depuis 2018 et le rejet de Huawei sur le territoire canadien. Et si les États-Unis restent le principal partenaire commercial, les choses pourraient changer en novembre prochain. Pour le moment, Joe Biden est un bon voisin pour Trudeau, mais il sait que si Donald Trump est élu, les relations vont devenir difficiles. En 2018, l'ancien président américain l'avait qualifié d'homme malhonnête et hypocrite. Ça promet en effet. Enfin, les Canadiens aussi commencent à voir leur premier ministre sous un autre jour. Les scandales dans lesquels il a été cité, le bad buzz avec ses photos de vacances sur les réseaux sociaux, la facilité avec laquelle il recourt aux moyens répressifs pour faire taire le mécontentement, son statut d'ambassadeur mondial du mouvement woke et ses qualités très... personnelles de Mozart de la finance lui font régulièrement perdre des points dans les sondages. L'ennui, c'est que le Canada a besoin de réformes profondes pour relancer la productivité et l'outil industriel et redevenir séduisant auprès des investisseurs. Mais d'après tous les observateurs que j'ai cités dans cette vidéo, en l'état actuel des choses, et même si la récession a été techniquement évitée, aucun scénario de sauvetage n'est envisagé. Ou autrement dit, personne ne croit que Justin Trudeau ne soit l'homme de la situation. Alors, d'après vous, jusqu'où ira la chute du Canada ? Et je m'adresse en particulier à vous qui vivez ou avez vécu sur place. Je suis vraiment curieuse de connaître vos expériences et de savoir si vous avez constaté des fins de mois plus compliquées ou une baisse de qualité des services publics. N'oubliez pas, notre analyse exclusive des tendances économiques arrive mardi prochain. Pour ne pas manquer cette opportunité unique d'anticiper les mouvements du marché, inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite. Le lien est en description et moi je vous dis à très bientôt sur Money Radar.